mais elle est instituée comme telle pour les soustraire au commerce et pour les affecter à l'usage du public. Donc, je pense, Benjamin, que tu avais mis l'accent, notamment en travaillant sur celle, en présentant la notion de commun la dernière fois, sur l'intérêt du hors commerce, je pense. Oui, Et donc, oui. du coup, on retrouve déjà, ce qui est intéressant, en tout cas, ce qu'on retrouve dans cette notion de res publicae, cet intérêt d'instituer les choses qu'on désigne comme publiques et de les soustraire du commerce pour les affecter à l'usage du public. Et ce En point, je vérité, il y a pense, deux points sur lesquels tu insistes, hein. Enfin, je reprends parce que je crois que c'est très important. C'est que ce qui relève de la res publicae, c'est une décision citoyenne. Ça préexiste pas. Voilà. c'est Bon. ça, c'est l'affaire de la cité, et c'est Voilà. la Une cité, donc décision. C'est une décision citoyenne. Un bien, une res publicae que plus tard on va appeler un bien commun. C'est une décision, c'est une délibération citoyenne. Voilà. Et du coup, c'est mis hors commerce. mais ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est la notion de public, parce que justement, dans ces res publicae, c'est quand même la chose publique. Donc, et le public, à ce moment, c'est le peuple, c'est la cité. Donc, et là, c'est la définition que nous donne Yann Thomas de cette chose publique, c'est que ces choses étaient dites publiques, alors là, je lis, hein, en ce sens précis, qu'elles étaient librement accessibles à tous, comme si chacun des membres du populus eût sur elles un droit attaché à sa qualité de citoyen, imputé à ce qu'il y avait de public dans sa personne, comme si chacun fût porteur d'une double personnalité, privée et politique, et qu'à ce second titre, donc, hein, du titre de politique, les choses de la cité lui appartenaient, à lui comme à tous, mais inaliénablement. Donc cette définition, elle est essentielle. C'est pour ça que je préférais faire des diapositives, comme ça vous pouvez en même temps lire et ça marque aussi des choses très importantes. Et en même temps, au moment de la République romaine, à l'époque républicaine, bien sûr, parce qu'il y avait plusieurs périodes, euh, Yann Thomas indique qu'il n'était pas de consécration qui opérait sans ordre du peuple, la nécessité d'un vote populaire était constamment rappelée. Donc ce point aussi est important pour ensuite, bien sûr, analyser les digressions qui ont lieu. Donc les choses publiques, en fait, au moment de la Rome, de droit romain de cette époque, et notamment à l'époque républicaine, en fait, elles lient le citoyen aux affaires de la cité, dans le sens où ces choses publiques étaient la copropriété, c'est très important, de l'ensemble des citoyens. Vous voyez qu'à aucun moment ici n'apparaît la chose de l'État. C'est une copropriété des citoyens pour un usage public inaliénable et inappropriable. Et un point qui est important aussi et qu'on va retrouver au moment de la Révolution française, c'est que ces choses publiques sont attachées aux droits des gens et aux principes républicains. C'est pour ça, bon, bien sûr, je passe très vite, hein, mais pour vous dire comment on va retrouver certains de ces principes discutés complètement différemment, mais on va retrouver une même veine au moment de la Révolution française avec ce que les révolutionnaires ont appelé la propriété nationale. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai aussi, parmi les nombreuses choses que j'ai pu faire sur le thème des communs, j'ai aussi coordonné avec deux collègues juristes, Marie Cornu et Judith Rochefeld, le dictionnaire des biens communs, dont la première édition est parue au PUF en 2017, une deuxième réédition, une deuxième édition augmentée en 2021. Et si je dis ça, c'est parce que, notamment sur cette notion de propriété nationale au moment de la Révolution française, il y a une très bonne notice d'un juriste qui s'appelle Noé Wagner sur cette notion-là. Et vraiment, je vous conseille de la lire, c'est passionnant. Et donc, ce qu'on apprend, c'est qu'à ce moment-là, donc il y a un débat, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce débat qui est au moment de la Révolution française, sur la question de l'inappropriabilité des biens et du domaine national, ce qui par la suite va s'appeler domaine public, mais à ce moment-là, on parle des biens nationaux. Donc il y a une loi qui est votée à ce moment-là, qui est la fameuse loi du 22 novembre et du 1er décembre 1790, qui va inventer cette notion de propriété nationale, en fait, qui se réfère à la propriété de tous. Je tiens à préciser ça parce que vous allez voir ensuite comment on va glisser à la propriété de tous, à la propriété de l'État. Et c'est cette transformation, ce glissement-là qui, pour moi, est essentiel et qui explique comment on peut parler d'encastrement. Mais à ce moment-là, donc, est inventé, c'est une vraie invention de propriété nationale ou propriété de tous. C'est-à-dire que c'est une propriété collective des nationaux en même temps que de l'humanité tout entière. Et là, je vous renvoie à ce fameux texte de Noé Wagner.
Et ce qui est important, c'est que la nation révolutionnaire qui naît à ce moment-là, elle est fondée sur sur l'universalité et que la notion de propriété nationale n'est absolument pas la propriété de l'État, tout simplement parce que l'État propriétaire à ce moment-là, hein, à ce moment de la Révolution française 90-95, est absolument impensable. L'État ne peut en aucun cas être propriétaire des biens qui appartiennent au peuple, qui appartiennent au public. Il y a une incompatibilité forte avec la fonction d'utilité publique et l'affectation à l'usage de tous. Ça va? Tout va bien? Très bien, c'est très clair pour, Et donc, à ce moment au moment de la Révolution C'est très française, clair, mais en même temps, je pense que tout le monde s'en rend compte, cette idée que l'État ne peut pas être propriétaire, c'est complètement en contradiction avec non seulement la situation d'aujourd'hui, mais la pratique d'aujourd'hui et les problèmes d'aujourd'hui, hein. Donc c'est pour ça que tant mieux si c'est très clair, mais c'est vraiment un point absolument central, hein. On va y revenir. et donc c'est révolutionnaire, si intéressant j'ose aussi. dire. Pardon? Il dit c'est révolutionnaire, là, on peut Oui, dire. tout à fait. Oui, mais Donc c'est on aussi revient au basique, en fait. oui, mais c'est très intéressant de vraiment travailler avec ces historiens de la Révolution française parce qu'ils nous apportent plein de choses. Et là, je fais référence à des travaux de Yannick Bosque et Marc Bellissa et notamment, si ça vous intéresse en détail, je vous conseille de lire l'article de Yannick Bosque qu'on a publié dans la revue En commun en 2024, qui est un des premiers articles qu'on a publié justement sur comment est discutée cette notion d'intérêt général au moment de la Révolution française. Et c'est très intéressant pour nous parce qu'en fait, il est aux prises avec des définitions qui sont complètement opposées, sur lesquelles je vais revenir. Et en même temps, à aucun moment on ne retrouve de filiation directe entre intérêt général et État. Et donc ça aussi, c'est pour ça que c'est important. Donc, ce que nous explique Bosque et Bélissa, c'est à ce moment-là, au moment de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'affrontent deux traditions républicaines. Une tradition républicaine qu'ils ont eux-mêmes qualifiée de républicanisme de marché, qui en fait est fondée sur l'idéologie propriétaire, et cette idéologie propriétaire, on va la retrouver ensuite, hein, notamment chez les théoriciens du droit de la propriété, l'école de Chicago, je ne sais pas si vous connaissez, enfin les économistes de l'école de Chicago, dans cette idéologie propriétaire. À ce moment-là, c'est notamment Condorcet et les physiocrates qui vont la porter, et en fait qui lie la liberté des propriétaires à l'intérêt général. L'idée étant que la poursuite des intérêts particuliers des propriétaires conduit automatiquement à l'intérêt général. C'est ce que Hathor, et là aussi il y a pas mal de travaux, et je pense notamment à David Casassa sur Hathor, c'est ce qu'on appelle la main visible de Smith, mais alors en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, l'idée, c'est vraiment que comment la propriété privée, l'intérêt particulier poursuivi par les propriétaires va conduire en fait à l'intérêt général. Et ça, c'est très fort et on le retrouve à plusieurs moments de l'histoire, hein. Et un autre républicanisme qu'ils ont qualifié de républicanisme démocratique et qui là est porté par les Montagnard et Robespierre, qui s'inscrit complètement à l'opposé, où la propriété est-elle ici considérée comme une question politique, alors que dans la première version, la propriété est considérée comme un droit naturel. Donc là, chez Robespierre et les Montagnards, elle est considérée comme une question politique et l'intérêt général est fondé sur la garantie des droits à l'existence. Ce qu'ils appellent les droits à l'existence, là aussi, ils pourraient nous en parler d'une manière très, très intéressante. D'ailleurs, je me disais, tu vois, Benjamin, que peut-être que Yannick pourrait faire quelque chose sur la Ouais, notion de droit à ouais, on en l'existence. parlera le 15, mais Ouais. sur cette notion de intérêt général et droit à l'existence, c'est fondamental dans la période révolutionnaire. Et bon, ça a été un peu occulté, mais ça revient, ça revient. Ben, Parce que c'est justement, je ah, pense que c'est quelque chose de très important à oui, mobiliser je suis aujourd'hui pour d'accord. penser la On en question. parlera le 15, c'est un des thèmes possibles, oui. Et donc, en fait, les droits à l'existence, c'est que les droits attachés à la personne sont bien plus importants que les droits que l'on a sur les choses. Donc, les Montagnards et Robespierre ne disqualifient absolument pas la propriété privée, hein. La République démocratique n'empêche pas la propriété privée sur les biens matériels, mais tous les biens qui permettent de garantir l'existence ne peuvent pas relever de la propriété privée et sont considérés comme des propriétés communes à la société. Et donc, cette propriété commune, c'est l'intérêt général à ce moment particulier de l'histoire et des débats qui ont lieu.
La propriété commune, c'est l'intérêt général, et sa prise en charge de cet intérêt général relève de ce qu'on appelait alors, au moment de la Révolution française, l'État social, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire aujourd'hui la société civile, c'est pour ça que c'est entre guillemets, par opposition à l'état de nature. Donc là, une fois de plus, on ne lie pas intérêt général à ce qu'on appelle aujourd'hui État. Donc c'est vraiment une question collective de la communauté politique des citoyens. Et donc c'est un moment très intéressant, c'est 93-95. Pour nous, c'est très intéressant aussi pour nos communs et nos services publics du 21e siècle, c'est que c'est une période de décentralisation du pouvoir exécutif. Ce sont les communes, les communes sont l'échelon en fait de la vie politique de ce moment-là et ce qu'ils ont appelé le peuple délibérant, c'est-à-dire que c'est l'apogée des assemblées communautaires villageoises à ce moment-là, et que les prises de décision se passent dans les assemblées au niveau local, avec un peuple qui est en constante délibération. Et ça, c'est aussi un moment de l'histoire sur lequel, qui nous enseigne beaucoup pour penser, je pense, notre présent et notre futur. Et donc, après avoir rapidement, bien sûr, brossé ce processus historique, en tout cas ces moments historiques, et des éléments qui nous permettent de penser, qui nous permettent, de mon point de vue, de penser les services publics que l'on veut aujourd'hui au prisme d'une approche par les communs. Pour moi, en fait, c'est vraiment cette approche par les communs qui nous permet de désencastrer le public de l'État, en fait, parce que sinon, on ne comprend rien. Mais ce qui m'amène à poser cette question de cet État garant de l'intérêt général, en fait, quel est-il? Et c'est pour ça qu'il faut aussi revenir sur quelques transformations majeures, pour le coup, du 19e siècle. Et la première des transformations, c'est que la, la notion d'État moderne, en fait, elle ne nous vient pas de la Révolution française, elle nous vient, en fait, de 95 et le consulat de Bonaparte. Il y a un très bon livre qui a été écrit par Yannick Bosque et Bélissa, une fois de plus, sur ce consulat de Bonaparte, et qu'en fait, ça va être un État qui va être très fortement centralisé aux mains de l'exécutif. Et tout le long du 19... Je pense que c'est important, cet État aux mains des exécutifs, parce que bien sûr, il va connaître un certain nombre de transformations, mais qu'on retrouve quand même les traces du fort pouvoir exécutif encore aujourd'hui. Et le 19e siècle, en fait, va être traversé par des réformes majeures, et notamment, et je pense que ce point est essentiel, du droit administratif et de la fabrique de ce qu'on va appeler l'État moderne. Et en même temps, c'est une époque très importante et de forts conflits entre l'État et les communautés usagères qui vont perdurer, qui sont encore présentes. Et notamment, je renvoie ici aux travaux sur les systèmes d'irrigation de Alice Ingold, qui est une historienne qui a énormément travaillé sur ces conflits qui vont opposer au cours du 19e siècle l'État et les communautés usagères qui sont encore présentes, sur comment l'État va systématiquement vouloir récupérer et administrer, en fait, via l'administration publique, ces communaux encore persistants. Et donc, Ouais. c'est la fabrique d'un Et pouvoir administratif et on a de vu ça juste, pardon, enfin, j'interviens là-dessus, Oui, sur toute la question de la restauration des terrains en montagne, par exemple, ça a bien été Oui, montré que ce travail qui, sous prétexte de protéger les terrains, de retourner à un état de nature, était aussi une façon de remettre la main sur des terrains, la propriété des villageois, et le même processus s'est développé en Algérie après, et tout à dans fait. les colonies françaises. ouais, Ouais. ouais. Et je rajoute par rapport à ce que tu dis que ont subsisté un certain nombre de communs fonciers, tu vois, Les sections de notamment, communes, ça s'appelle. oui, ça Section, ouais. s'appelle des communaux, hein, Mm. autour des villages, etc., notamment dans le Massif central, mais pas seulement. Et c'est un décret de François Hollande, donc si Non, tu veux, il y a c'est une des loi, temps. Benjamin. C'est Comment? une loi. Oui, c'est une loi, pardon. Oui, oui, Mm. enfin, décret, je veux dire, oui, une loi de François Hollande qui a décrété, alors, du coup, par la loi, que ces biens communaux qui étaient la propriété commune des citoyens et sur lesquels, par exemple, ils allaient faire des coupes de bois, appartenaient désormais aux municipalités. Donc, on a désapproprié le peuple pour faire de ces biens des propriétés des municipalités qui, du coup, ont pu les découper en morceaux pour faire de la spéculation foncière. Donc, c'est pour dire que ce processus de désappropriation, si on peut dire, des communaux par le peuple,
Par Il est l'État, tu veux dire? Par l'État. Oui, des communaux qui appartenaient au peuple Hmm. par Ah, l'État, de ça. pour en faire des propriétés d'État, non seulement ils passent par tous les événements que Fabienne a décrits et qui sont les événements principaux, bien sûr, mais ça continue, ça continue. Bon. En commun, on a enfin, quelqu'un, une chercheuse, Sandra Van Huxem, qui a étudié ça, hein, qui a étudié comment les derniers communaux ont été transformés en propriété municipale. Bon, voilà. Et bon, avant d'en arriver là, il faut comprendre comment on en est Oui, arrivé à la propriété publique, justement. Parce que, donc, pour le moment, le 19e siècle, en fait, c'est vraiment il y a plusieurs choses qui sont enchevêtrées, mais avant qu'on en arrive à une propriété publique ou des collectivités territoriales, il y a toute une transformation du droit administratif qui s'est opérée. Mais avant cela, donc, c'est pour ça que je suis toujours avec mon idée de l'encastrement du public dans l'État. Là, donc, il va y avoir la fabrique d'un pouvoir administratif très fort, mais d'un État qui n'est pas encore propriétaire. C'est ce que un juriste, mais c'est pas le Proudhon que la plupart des gens connaissent, hein, c'est un autre Proudhon, 1843, qui a parlé de cet État gardien à propos du domaine public, c'est-à-dire que, en fait, l'État va devenir gardien des biens du public. C'est une rupture radicale quand même. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, ici, je reprends les, les, enfin, les expressions de Mireille Xipharas, qui est un juriste, un philosophe du droit, qui a écrit sa thèse sur la propriété. C'est que ce qui se passe, c'est que ce n'est plus le citoyen qui forme le peuple. C'est que, en fait, on parle à ce moment-là de public qui est mis sous tutelle. C'est-à-dire que le public est toujours, donc le public, vous voyez, si on parle plus de citoyen, on parle de public, n'est- est toujours propriétaire de ses biens en tant que collectivité, que communauté à titre collectif, mais il est incapable d'exercer lui-même les actes que requiert la conservation de son domaine, et c'est bien pourquoi l'administration de ce dernier est confiée à l'État, qui exerce ses droits au nom du public. Et donc, ça, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais quand même, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de public sous tutelle. C'est désormais l'État qui va gérer les biens du public pour le public. Et donc, c'est ce que j'ai envie d'appeler une bascule du citoyen vers l'administré. Et en même temps qu'il y a cette bascule, on peut parler, il me semble-t-il, d'une dépolitisation de l'espace public, où en fait on a une confiscation du droit des citoyens à gérer directement les affaires de la cité. Bon, ce premier point me semble important, mais toujours dans ce processus d'encastrement, donc là on a quand même une première étape qui est importante dans l'encastrement de ce public qui, dans l'État, hein, avec cet État gardien. Mais le deuxième moment très important, c'est que cet État gardien va devenir un État propriétaire. Et là, on est plutôt à la fin du 19e siècle, début 20e, avec un autre moment clé qui va redéfinir le droit administratif et de l'État. Et que l'impossibilité jusque-là, hein, d'une appropriation des biens du public va complètement voler en éclats. Et c'est à ce moment-là que va progressivement s'inventer la notion de propriété publique, qui est en fait une propriété d'État. Il y a une figure de proue qui est en fait un grand juriste français qui s'appelle Maurice Horiou et qui est un des grands théoriciens de l'État, qui va concevoir l'État sur le principe de l'État comme personnalité juridique. Bon, ça, c'est des choses juridiques, mais la notion de personnalité juridique, elle est au cœur du droit de propriété, mais jusqu'à présent, l'État n'avait pas de personnalité juridique. Et en fait, Maurice Horiou va inventer un État comme ayant une personnalité juridique. Et le projet à ce moment-là, c'est d'unifier le droit administratif autour de la notion de droit subjectif de l'État. En fait, l'État devient une chose, une personne, une fiction juridique, en fait, et obtient la personnalité juridique. Et un des droits subjectifs par excellence, c'est la propriété. Et donc, l'idée va être, en particulier, hein, de transposer la propriété, le droit de propriété, en droit administratif. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît intéressant, mais en tout cas, c'est au cœur. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, cette grande transformation du droit administratif avec l'État qui obtient la personnalité juridique, en obtenant la personnalité juridique, il va pouvoir obtenir un des droits les plus importants, qui est celui de la propriété. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui va se passer, c'est une substitution du public par l'État.
Et ici, je reprends les termes de Mireille Xifaras, ce qui va se passer, c'est qu'un coup de force qui est discret mais ferme va s'opérer. C'est que non seulement l'État s'approprie les biens du public, avec l'idée qu'il puisse devenir propriétaire, mais il prend littéralement sa place. Bon, ce qui est important, et moi, je trouve vraiment très intéressant, c'est que tout ce débat et cette transformation progressive du droit administratif s'inscrit dans une lutte politique et idéologique très forte pour la définition de l'État sous la Troisième République. Et là, je reprends des citations d'un autre juriste qui s'appelle Foulquier, que je vous conseille de lire aussi, et qui rend compte de cette période en nous expliquant que pour les défenseurs des droits subjectifs de l'État, il y a un lien direct avec la démocratie, c'est que la démocratie devenait secondaire par rapport à l'État. Elle le mettait même en danger. Et ici, je cite Maurice Horiou, qui est le père hein, de ce fameux État euh, comme personnalité juridique, qui disait à ce moment-là, les affaires publiques n'étaient pas du ressort du peuple, tout au plus, le peuple n'avait plus qu'un pouvoir d'approbation tacite, le Parlement un pouvoir délibératif et le pouvoir décisif appartenait à l'exécutif. Donc c'est vraiment des transformations très importantes. Et bien sûr, là, je vais très vite pour en arriver à notre figure de l'État actuel, c'est que la consécration de l'État propriétaire, en fait, va se faire progressivement hein, et va être reconnue en 2006 avec le Code général de la propriété des personnes publiques. Donc, ce n'est que, alors bien sûr, il y a eu plusieurs arrêts de jurisprudence, bon, des juristes pourraient en parler mieux que moi, jusqu'à ce qu'on arrive en fait à ce Code général de la propriété publique. C'est intéressant de voir que c'est même pas passé par une loi, c'est passé par une ordonnance, c'est-à-dire que c'est une ordonnance de 2006 qui va décréter dans un code la propriété des personnes publiques, voyez. Donc, personnes publiques, c'est État, collectivité territoriale, établissement public, et un bien n'appartient au domaine public, et là je cite le Code général de la propriété des personnes publiques, un bien n'appartient au domaine public que s'il appartient à une personne publique. Et donc ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est terminé. La notion de bien appartenant au peuple n'existe plus. Alors, je pense que il faut inscrire cette grande transformation dans sa rencontre avec ce qu'on a appelé le néolibéralisme, parce qu'en même temps, c'est la montée du nouveau management public que vous connaissez probablement tous, avec cette révolution managériale de l'administration publique, et cette notion de gouvernement par les nombres, notamment qui nous vient de euh, Benjamin Oui, comment il s'appelle? Soupio, voilà. Et Soukio, ouais. surtout, ce qui est intéressant, enfin, c'est que à ce moment-là va s'opérer cette grande déconnexion entre le pouvoir gestionnaire et le besoin des populations, notamment en matière de services publics. Et là, juste, je cite le rapport de nos services publics de 2023 qui met bien cet accent sur l'accent sur la nécessité de revenir à la question des besoins dans les différents services, pour repenser les services publics. Et donc, comme on le sait tous, hein, pour travailler tous dans des administrations publiques, que ce soit universitaires ou ailleurs, on a à l'hôpital public, n'en parlons pas, c'est-à-dire comment en fait la gestion n'est plus au service du service public et des besoins, mais est devenue complètement autonome avec des pouvoirs, avec un objectif de contrôle et cette déconnexion justement entre gestion et besoins, que ce soit les personnes qui travaillent dans les services publics ou celles qui sont censées en bénéficier. Et en même temps, je trouve que c'est très important en même temps de mettre l'accent là-dessus, c'est que tout le long, on assiste à un processus de capture par l'administration publique de ce qui lui échappe. Et je pense notamment à la sécurité sociale. Donc, j'ai vu que dans la liste Instagram, Telegram, notamment le livre de Da Silva a été diffusé, où il explique bien comment, en fait, hein, la sécurité sociale, qui jusqu'à a été dans un premier temps, l'affaire d'une communauté constituée, hein, tripartite, avec ses pouvoirs propres, progressivement, a été étatisé. On retrouve on retrouve le même processus avec la notion de démocratie sanitaire qui nous vient en fait de la lutte, notamment des patients atteints du VIH au début de la pandémie, qui ont complètement révolutionné le rapport patient-malade, qui ont inventé le droit des usagers. Et quand on regarde ce qu'est devenu la démocratie sanitaire, qui est complètement institutionnalisée,
et en fait avec un pouvoir qui n'est plus de l'ordre de la démocratie, qui n'est même plus de l'ordre de la consultation, qui est uniquement de l'ordre de l'information. Et puis là, je pense à Thomas Pérou en particulier, hein, qui a notamment le cas de l'école freinée. On retrouve exactement le même processus de capture en fait par l'administration publique de oui, ce qui lui échappe et ce qui ne relève pas de ses compétences. Et donc en fait, on arrive à une appropriation par l'État des biens de la communauté des citoyens via la propriété publique. Donc on a enfin une propriété publique qui, en fait, cette propriété publique, c'est complètement construite sur le modèle de la propriété privée. Et là aussi, hein, vous avez des travaux de juristes, et notamment, je pense à Stéphanie Yolka qui a fait sa thèse là-dessus il y a un moment déjà, hein, qui nous montre comment, en fait, le modèle de la propriété publique est vraiment basé sur le modèle de la propriété privée. Et ce qui est au cœur de la propriété privée, c'est quand même l'exclusivité. Et donc, ça, c'est très important de le souligner. Et bien sûr, qui est tourné vers la valorisation économique et la privatisation. Et donc, du coup, on se retrouve dans des situations où les biens et les services publics sont en perte de fonction sociale à l'usage du public. Alors, en fait, si on se rappelle cette notion de républicanisme de marché à laquelle je faisais référence tout à l'heure, qui est développée par nos collègues de la Révolution française, historiens de la Révolution française, c'est que aujourd'hui, on a vraiment affaire à un État propriétaire et on peut se poser la question de savoir si on peut avoir un État propriétaire qui éventuellement s'affiche comme garant de l'intérêt général. Mais sauf que on s'aperçoit que le processus a conduit à un État qui est défenseur de ses propres intérêts qui peuvent parfois, ou voire souvent, entrer en contradiction avec ceux des citoyens. Et là, avec Benjamin, on a pas mal, on a trouvé que ce moment, cette Ordinaire. phrase d'Emmanuel Macron à la sortie de la censure de son dernier gouvernement, où il nous a quand même indiqué qu'il allait créer un gouvernement d'intérêt général, on a quand même trouvé ça énorme. Parce que, en l'occurrence, enfin, je sais pas, en arriver à une telle phrase, ça en dit long quand même sur le fait que jusqu'à présent, le gouvernement était quoi, s'il n'était pas d'intérêt général. Oui, c'était un gouvernement d'intérêt particulier, C'est au ça. singulier ou au pluriel. Je crois qu'on ne peut pas avoir un aveu plus. C'est énorme. Moi, je trouve ça énorme. Et énorme et tellement significatif de la période, quoi. On est Hmm. obligé de parler d'un gouvernement d'intérêt général. C'est juste invraisemblable. Invraisemblable, hein. Bon, allez, vas-y. J'ai Bon, fait j'ai ma. presque fini, je vous rassure, hein, parce que... Et donc, on assiste vraiment à un glissement de l'idéologie propriétaire au sein même de l'État, et le marché redevient garant de l'intérêt général. Et donc, je pense que c'est en ce sens qu'il faut interpréter la remise en cause, la remise en question du rôle de l'État dans sa définition de l'intérêt général et sa défaillance à le poursuivre, notamment avec la multiplication des actions en justice citoyenne contre les États, notamment l'État français, pour manquement à ses obligations. Donc là, la- 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 l'action en justice, peut-être la plus connue, c'est l'affaire du siècle, hein, en matière de changement climatique, mais on pourrait en citer d'autres. Un certain nombre de collectifs de soignants dans le domaine de la santé, de soignants et d'usagers ont déjà porté plainte contre l'État pour manquement à ses obligations et les actions en justice se multiplient dans ce sens. Alors, c'est pour ça que je vais finir là-dessus. Vous voyez, pour moi, j'espère que j'ai pu vous montrer comment on a vraiment eu cet encastrement progressif du public dans l'État. Et donc, il me semble que notre travail sur comment l'approche par les communs peut être utile pour repenser la question des services publics. euh, donc, la question qui se pose, c'est comment repenser l'intérêt général et donc les biens et les services publics à l'aune des communs. Et donc, comment jeter quelques pistes pour un désencastrement, justement. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire à côté de l'État, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais c'est que désencastrer le public de l'État, ça veut dire, ça nécessite de réinvestir le mot public, ça veut dire reconquérir la part politique du public, donc ça veut dire aussi sortir le public de son statut d'administré non organisé, dépossédé de son pouvoir d'agir pour les affaires de la cité. Et donc, la question qui se pose, c'est comment sortir le public de son statut d'administré non organisé. Donc, enfin, et donc, je pense qu'il y a
il y a déjà plusieurs pistes qui sont ouvertes par l'approche par les communs. Donc, si un jour j'ai l'occasion de vous parler de cette enquête citoyenne, qu'est-ce que bien soigner? Parce que au cœur de cette enquête, l'idée, c'est que comment l'expérience, c'est-à-dire le vécu de tout un chacun qui fait l'expérience du système de soins français, qu'on soit soignant, aidant ou soigné au sens très large, peut et qu'à partir d'une méthode d'enquête très particulière basée, alors je ne sais pas si vous connaissez John Dewey, qui est un philosophe pragmatique américain, qui postule l'idée selon laquelle l'expérience et la réalisation de l'expérience peut permettre une transformation sociale liée justement à la réflexivité autour de ces questions d'expérience. Comment on pense ensemble notre expérience et comment on la mutualise. Et pour moi, je pense que repartir de l'expérience et de l'expérimentation, c'est aussi d'ailleurs ce que nous enseignent les expériences en matière de commun, peuvent être des premiers pas vers une réappropriation de la res publica du XXIe siècle. Je pense qu'un point important, c'est de réfléchir à comment on refait communauté et comment on pense ces modes de gouvernance ou de gouvernement. Et donc, il y a déjà quelques pistes qui ont été lancées à ce niveau-là. C'est autour de la question des communs, cette idée de communauté ouverte et d'intérêt général. Donc, les premiers qui ont commencé à ouvrir cette voie, c'est quand même les communs numériques, hein, notamment quand on pense à Wikipédia ou les logiciels libres. Il y a cette dimension de communauté ouverte sur lesquels on pourra discuter, voire même faire des séminaires là-dessus, en prise directe avec la notion d'intérêt général. Et bien sûr, il y a la voie italienne sur laquelle on pourra aussi revenir. Et puis, un dernier point qui mériterait aussi d'être discuté, c'est ce que nous apporte Thomas Pérou avec cette idée de coopérative de services publics. Voilà, en espérant que j'ai pas été trop confuse, complexe. Voilà, en tout cas, c'est des pistes, des premières pistes. Il me semble que cette idée de comment on désencastre le public de l'État au prisme de l'approche par les communs a de l'intérêt pour penser le lien commun-service public. Merci Fabienne. Je réagis, je prends je te repasse la parole Zulika après sur ta dernière information. Enfin, moi, j'ai l'impression que il y a un acteur qu'on cite pas trop et c'est nous. C'est un peu comment au-delà de l'État qui reste qui a une dimension un peu abstraite, c'est comment les techniciens se sont appropriés en fait les services publics. C'est pour sous réserve, enfin je dirais un peu sous le prétexte d'efficacité, ce qui est réel. C'est devenu un objet traité par des techniciens et du coup qui ont fini par exclure les acteurs publics, toute la communauté qui est derrière. Je prends Mm. l'exemple du domaine de l'eau que j'ai pas mal travaillé. Il y avait des très beaux schémas où on disait il y a l'opérateur du service public de l'eau, il y a la collectivité qui est le donneur d'ordre et il y a le public, l'usager qui est le troisième pôle. Mais le Mm. public, il ne s'intéressait au service qu'à travers le paiement de la facture et l'élection de l'exécutif. Donc on avait un rôle qui excluait totalement l'usager et la communauté qui est derrière. Et sous prétexte d'efficacité, on a un dialogue entre le technique et l'élu sur le sujet. Et aujourd'hui, ça fonctionnait très bien tant qu'on n'était pas dans des tensions et dans des interactions complexes. Et là, on voit aujourd'hui qu'avec des changements systémiques globaux, on a besoin de réouvrir à d'autres types d'acteurs, à tous les publics en fait. C'est de refaire les communautés qui sont derrière. Oui. Ouais. Et justement, peut-être que sur ce point, après je vais vous laisser la parole, mais je voudrais juste rajouter ça parce que j'aimerais bien un jour vous parler de cette enquête parce que l'idée quand même, ça va un peu dans ton sens, Sylvain, je pense, c'est que c'est parce que la communauté, c'est pas uniquement les usagers, c'est tous ensemble ceux qui travaillent dans les services publics et ceux qui reçoivent les services et comment justement on refait communauté politique et c'est ça l'enjeu. Et l'enquête, qu'est-ce que bien soigner, elle a cet objectif-là, c'est-à-dire que comment, partant du principe que ce fameux public, et notamment dans le domaine du soin, est très peu investi parce que partant du principe souvent que c'est l'affaire d'experts, l'affaire de spécialistes. Or, s'il y a une question, enfin comme tout ce qui concerne les services publics, c'est une question politique, c'est
la question des soins devrait être une affaire de la cité. Mais que comment faire pour en parler si ce n'est à travers notre expérience, à tous, concrète, le vécu. Et donc, l'idée de l'enquête, c'est ça, c'est comment on arrive à produire une connaissance qui soit euh, expérientielle et mutualisée, qu'on soit soignant, soigné. Quand je dis soignant, c'est très large, hein, c'est la femme de ménage, le kiné de campagne, le directeur d'hôpital, l'assistant social soigner et accompagnant, et comment on crée une connaissance qui soit, et comment on crée un processus comme ça qui puisse permettre de... Donc, dans notre enquête, chaque enquêté peut devenir enquêteur. Enfin bon, il y a tout un système qui fait que... Comment l'expérience amène justement à se réapproprier la chose publique. Mais l'expérience, à partir du moment où on la mutualise, j'ai envie de dire, on en parle, où on l'objectivise. Oui, Zulika. Merci, bonsoir à tous. Un grand merci encore une fois, hein. J'apprécie beaucoup ces moments. Je voulais, Fabienne, si tu veux bien, que tu développes coopérative de service public, s'il te plaît, pour que je puisse un petit peu Alors, défiler un petit peu. mais justement, en fait, c'est pas moi qui le développe, c'est pour ça que c'est Thomas Perroux qui fait Ouais, partie de notre de la liste et qui est un, mais je pourrais alors qui a écrit un livre là-dessus, hein. C'est son truc, c'est comment créer des coopératives de services publics. Alors lui, il est complet, enfin, il est persuadé qu'il faut sortir de les services publics de l'État et que justement, mais alors déjà, je peux vous envoyer après ou maintenant un article en ligne de lui dans une revue sur droit administratif où il y a tout un dossier sur commun et administration, enfin je sais plus, je peux vous l'envoyer. Donc je pense que justement, j'ai ouvert des pistes en disant que ça serait bien que Thomas nous parle effectivement de ça, mais c'est moi, d'accord. je ne peux pas en parler. Enfin, je préfère que ce soit lui qui en parle, je pourrais en parler, mais ça sera, c'est son, c'est son point de vue. Vous voulez que je vous l'envoie dans le chat, là, Ah le... bah, parce que ça laisse. Voilà, moi je suis un peu curieuse là. Oui, Ouais, son ouais. idée rapide, hein, c'est quand même de dire qu'en fait, bon, il prend l'exemple de l'école freinée, il parle d'autres exemples, enfin, il n'en prend pas beaucoup finalement, mais l'idée, c'est de faire comment on crée des coopératives, de construire des communautés sous forme coopérative, qui est une gestion horizontale et non pas verticale. Bon. Ben, Benjamin, mais je préfère qu'on ne parle Mais pas à ta place, quoi. Je vais en non, vous non, en... non, je ne vais pas du tout parler à sa place parce que c'est pas des coopératives dont lui parle que je vais parler. Euh, pour nous, Français, probablement européen, l'idée de coopérative de service public est tout à fait incongrue, quoi, je veux dire. C'est très surprenant. Et comment dire, moi, je ne vais pas dire que j'achète ça purement et simplement, hein. Je pense que c'est un sujet de débat. Bon. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans d'autres constitutions, mais je dis bien constitution, ça existe. Alors, en particulier, c'est je sais plus si c'est au Pérou ou en Colombie, je sais plus, enfin bon, bref, dans un État d'Amérique centrale, où il y a eu des luttes extrêmement dures pour l'accès à l'eau, parce que l'État a privatisé l'eau, l'a donnée à des compagnies privées qui ont cessé de servir les communautés paysannes parce qu'elles ne pouvaient pas payer assez cher, hein, et qui ont servi à Lima, voilà, qui ont servi, c'est donc au Pérou, qui ont servi la ville de Lima. Donc il y a eu une guerre hein, des paysans pour récupérer l'eau. Ils ont partiellement gagné et la forme qui a été mise en place, c'est une forme de coopérative paysanne de gestion de l'eau et de distribution de l'eau. À la suite de quoi, alors en liaison avec l'État bien sûr, hein, à la suite de quoi la notion de coopérative de service public est entrée dans la Constitution. Et donc c'est une forme particulière dans ces États qui méritent d'être étudiés. Voilà, moi je trouve que ça mérite d'être étudié, surtout quand on sait d'où ça vient, hein. C'est-à-dire ça vient d'une guerre paysanne pour récupérer l'eau qui avait été vendue à des gestionnaires privés. Bon, bon Bon, je voilà. vous ai envoyé le lien, je sais Alors, pas, vous l'avez vu le lien? Voilà. Oui, voilà. Alors comment il s'appelle
euh, Thomas Pérou, là, notre ami, bon chercheur, c'est pas sur ça qu'il s'appuie, hein, c'est sa propre vision, et à un moment ou à un autre, évidemment, il faudra qu'il puisse l'exposer. Bon. Moi, je voulais juste, par rapport à ce qui a été dit, peut-être rajouter un point. Moi, en ce moment, j'ai découvert, moi, je dois dire, j'ai découvert, à mon âge, hein, c'est pas bien, des textes d'Ostrom. C'est doublement pas bien que je les découvre que maintenant, si je peux dire. Et c'est des textes d'Ostrom qui parlent de la coproduction du service public par le public, l'État, les collectivités locales et les organisations citoyennes. Voilà. Et c'est basé sur des travaux qu'elle a effectués sur l'eau et sur la police. Donc même sur des trucs régaliens. Ouais, même sur des trucs régaliens. Et en fait, quand on la lit entre les lignes, on peut distinguer trois niveaux. Le premier niveau, c'est la co-conception du service public. Voilà. C'est quoi la nature des services qui sont délivrés? Et là, les citoyens auto-organisés peuvent intervenir pour dire ce qu'ils veulent. Voilà, est-ce qu'ils veulent des rondes de police? Est-ce qu'ils veulent des commissariats? Est-ce qu'ils veulent les deux? Voilà, c'est la co-conception du service public. Après, il y a la co-délivrance. Qui fait quoi pour délivrer le service public? OK? Alors ici, le point important, évidemment, c'est tout ce qui est normé, tout ce qui requiert des qualifications particulières et qui est sous définition de normes. Alors là, évidemment, ça relève du public. Mais ce qui n'est pas strictement normé, ça peut relever des organisations citoyennes. Voilà. Donc ça, c'est pour la codélivrance. Après, il y a le contrôle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le service public est délivré de manière conforme à ce qu'il doit être et quand il est délivré de manière non conforme. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce que nous a dit Fabienne, en fait, c'est une situation dans laquelle la conception, la délivrance et le contrôle est entièrement entre les mains de l'État et ce qui peut donner lieu à toutes les dérives auxquelles on a accès. Par exemple, le principe fondamental du service public qui est son adaptabilité, sa mutabilité. Et évidemment, c'est indispensable hein, pour le service public qu'il évolue en fonction de la société elle-même. À partir du moment où c'est tout entre les mains de l'État et où l'État n'est sous aucun contrôle, si je peux dire, il va définir, voilà, par exemple, que fermer des maternités localement, c'est ça l'intérêt du service public dans le cadre de sa mutabilité. Voilà pourquoi cette distinction, si je peux dire, entre co-conception, co-délivrance et qui contrôle, et là je te rejoins tout à fait Sylvain, il y a trois communautés là. Alors, par moment, elles coopèrent, par moment, elles sont distinctes. Voilà, c'est tout l'art de la conception d'un service public qui retrouve sa vocation de servir le peuple, pour parler vite, hein. Bon, voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant, cette idée de distinguer la conception, la délivrance et le contrôle, et de voir quelles sont les communautés qui sont les plus appropriées et les formes de coopération entre ces communautés pour faire en sorte que le service public soit délivré, soit conçu, délivré et contrôlé de la manière la plus, on va dire, juste possible, la plus satisfaisante possible. Voilà, ce qui est intéressant dans ce que présente Fabienne et puis peut-être dans ce que je dis, c'est que ça fait exploser un peu une notion très abstraite en différentes composantes, hein, et ça permet de penser comment il doit être conçu, délivré, contrôlé. Et voilà, c'est juste comme ça un point dans la discussion. Et comment il est financé, Benjamin? Ben, bien sûr, comment il est financé? Il est financé très largement par l'État, principalement par l'État. Ça change pas. Mais le travers dans lequel on est, c'est que parce qu'il est financé par l'État, c'est-à-dire nos impôts, c'est un petit groupe de gens et lui tout seul qui décide. C'est ça le travers.
c'est pas que c'est la collectivité citoyenne qui finance. Le problème, c'est que elle finance, mais elle ne décide de rien. Il est là le travers. Oui, enfin, la sécurité sociale, c'est pas l'impôt, hein, donc la santé, c'est quand même différent, Non, non, quoi. bien sûr, bien sûr, Mm. bien sûr. Justement, il y a Non, une non, mais de question. toute façon, moi, j'ai pas les réponses et les solutions là, hein. Je suis comme tout le monde, hein. Je pose des questions dans l'esprit de ce qu'a fait Fabienne, qui consiste à euh, euh, interroger les points sensibles. Voilà. Hmm. Oui, parce que après, tous les services publics n'ont pas les mêmes logiques et les mêmes fonctionnements, les mêmes modes de financement, les Absolument, mêmes communautés. Enfin, il y a toute une réflexion plus fine. absolument. Là, dans ces premiers échanges, c'est dégrossir un peu le sujet et c'est poser des questions un peu génériques. Donc, il y a forcément une forme de simplification qui est attribuée, mais d'un service à l'autre, il y aura des points de convergence qui sont un peu similaires pour à peu près pour un grand nombre de services et des choses qui sont très très distinctes. Il y a... Ouais, mais c'est quoi un service public? On pourrait déjà commencer par ça. Oui, D'ailleurs, l'article de Lisiane Cartelier dont je vous parlais, hein, qui date de 98, il est pas mal pour ça, quoi, parce qu'il fait vraiment la différence. D'ailleurs, il y a des services publics payants, il y en a qui sont pas payants, il y en a qui, oui. il y en a qui sont publics parce que c'est des... Enfin, mais c'est ça qui est intéressant aussi Hmm. de répertorier. Entre Mais ceux bon, qui moi, je sont trouve, moi, je trouve considérés comme aussi... administratifs, industriels et commerciaux, pour Tout reprendre à fait. des Ouais. grandes catégories, enfin, il y Ouais, en a, ouais. il y en a d'autres des catégories qui sont... Mm. C'est même plus compliqué que ça parce que si on prend par exemple au niveau européen, selon les États, ce ne sont pas forcément tous les mêmes domaines qui sont services publics et qui Tout sont à fait. considérés services publics, hein. Tout à fait. Donc, et ça a été quand même des débats très importants Mm, à une mm. époque au niveau communautaire, ça aussi. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai posé la question du financement, parce que on peut pas extraire le reste, y compris des conceptions nouvelles de services publics, si on pose pas le problème du financement en même temps. Hmm. Bien sûr. Tu as tout à fait raison, bien sûr. Bah, du financement de ceux qui y travaillent, de ceux qui le produisent, de Bien ceux qui le sûr. reçoivent. Enfin, c'est surtout l'intérêt justement de poser la question de comment on se réapproprie la chose. Enfin, simplification, Sylvain, moi je trouve que c'est déjà pas mal compliqué ce que j'ai voulu apporter, c'est-à-dire que j'ai pas parlé de qu'est-ce que c'est qu'un service public. En tout cas, moi ce qui m'intéresse c'est comment en fait on se réapproprie la chose publique. Et ça, comment on le pense aujourd'hui? À travers des grands discours, ça marche pas. Ou alors des discussions entre soi, mais bon, ça reste très, très limité. Donc, comment on fait pour que... Et moi, c'est ça que, bien sûr, la question du financement et tout ça, mais il y a quelque chose, comment on active l'implication citoyenne qui n'est pas là aujourd'hui. Et ça Oui, me semble quand même très important, c'est que la Hmm. plupart des gens se considèrent comme des administrés et ils sont très bien comme ça. Et en même temps, ils ont un rapport très ambigu vis-à-vis des services publics à la française. Donc je trouve que c'est important aussi de réfléchir à... Et quand tu t'intéresses à concrètement l'expérience, notre vie de tous les jours, et comment celle-ci, tu peux la, la, la rendre audible et faire en sorte que les gens se parlent de leur expérience, c'est pas rien. Un travailleur dans un service public, une personne qui reçoit des soins, enfin, je sais pas si je me fais comprendre cette idée d'expérience et d'expérimentation, mon point de vue est essentiel. On voit bien aujourd'hui le combat politique, souvent, notamment dans les nouvelles générations, mais pas seulement, il passe pas par l'implication dans un parti politique, ni dans un collectif qui passe son temps à discuter. Il passe son temps dans le faire et dans l'agir, ça n'empêche pas de penser, mais c'est aussi cette capacité de retrouver une espèce de pouvoir d'agir par l'expérience et l'expérimentation. Ça me semble essentiel. Hmm. Zulika, Je trouve que, comment dire, la position d'administrer, enfin, je trouve que, en tout cas, tous les apports et la discussion qui a lieu là un petit peu, vous avez compris, hein, moi, je ne suis pas une experte et ça me fait surtout réfléchir, moi, en tant que fonctionnaire, et ça me fait réfléchir sur les inquiétudes et les tensions politiques et les risques encourus actuellement. Et je trouve que la position d'administrer cette confiscation du public
comment euh, par l'État, par je ne sais même plus comment. Ça décrit quand même un processus assez aliénant, je trouve, qui comment et qui dit, c'est comme si on entendait que l'administré, le client, la posture passive. Et du coup, je me demandais comment retransmettre un petit peu, enfin, moi, ces approches me semblent importantes pour penser des alternatives, hein. C'est un petit peu comme ça que je me positionne du côté de toutes vos interventions et des alternatives pour le développement, pour le changement et pour le progrès. Mais c'est vrai que c'est exigeant, y compris dans l'exposé qui a été le tien, Fabienne, parce que du coup, ça m'amène à déconstruire tout un enseignement que j'ai pu suivre du côté des politiques sociales, du progrès social, avec une absence de dialectique un petit peu, c'est-à-dire ces différentes approches-là, etc. Et je pense que dans le collectif Nos services publics, je me situe un peu dans la moyenne de trois, quatre choses que je sais. Et je pense que ce bouillon-là, comment pour le transmettre, pour qu'il puisse servir à penser l'action et développer des expériences, va être un enjeu très, très important. Très, Mm. très important, et notamment, et je le disais à Sylvain quand on s'est croisé à l'Assemblée générale, hein, le rôle de transmission qui est le vôtre, quand je vois l'effet que ça a sur moi, hein, je veux dire, en termes de conscientisation, presque, hein, de quelque chose qui vient me réveiller, et ça va pas de soi parce qu'il y a des trucs un peu presque une pensée stéréotypée, hein. Voilà, j'ai un truc de prêt-à-porter. Et là, et je pense que dans le collectif, et c'est pour ça que ce groupe, et c'est un peu en ces termes, hein, que je voulais le dire comme ça en tout cas, hein, ça va être très, très exigeant parce que c'est comme si nous étions d'une certaine manière très peu, alors que nous sommes, enfin, et il y a surtout, nous sommes tous des experts, nous avons tous, pour l'essentiel, pour beaucoup, mais je crois que effectivement, cette mise en perspective, c'est comme une reprise de risque. On relance les dés. On relance les dés, on regagne un peu de marge de manœuvre. Enfin, les luttes précédentes, ou alors vraiment pareil, voilà les trucs, les réactions un petit peu stéréotypées pour défendre, pour développer, etc. Voilà, là, c'est très, très exigeant et c'est vrai que ça va vraiment, enfin, moi, je trouve que ça va être laborieux, mais il va falloir persister parce que c'est très, très, Ouais, ouais. ouais, je sais pas comment le dire plus, mais vous voyez ce que je Oui, vous tout à renvoie. fait. Oui, oui. Mm. Je sais pas comment Complètement. le dire autrement, hein, mais Mais Oui. tu vois, je te repasse la parole tout de suite, Benjamin, je réagis parce que ça m'évoque tout à fait à des exemples très concrets là, que j'ai eu récemment. Là, je travaille sur le vélo et les acteurs du vélo au niveau institutionnel sont très peu nombreux. Donc, on doit dealer avec les services de la voirie qui font de la route, avec des élus qui sont pas vraiment au courant. Et l'acteur indispensable aujourd'hui, ce sont les associations. Ce sont eux qui ont l'expertise d'usage. Et c'est tout ce que tu parles, enfin, ta notion d'expérience, ce vécu sur le sujet. Et j'ai un mal fou à le faire entendre de mes collègues de la voirie qui disent, mais nous, on travaille pour notre donneur d'ordre, c'est l'élu. Alors qu'en fait, l'élu fait pas de vélo. Celui qui devrait être vraiment le donneur d'ordre, c'est l'usager, en l'occurrence. Mm. L'élu a sa responsabilité en termes par rapport au respect des normes, au respect de tout un tas d'éléments pour des questions de responsabilité en cas d'accident. Mais celui qui est vraiment à la base de la chose, c'est celui qui fait du vélo. Et aujourd'hui, ce ne sont ni les administratifs, ni les techniques, ni les élus. bah voilà. Et on est dans ce style de truc où il faut déconstruire notre relation au sujet sur lequel on travaille
pour réintégrer des nouveaux. Et là, comme le vélo, c'est intéressant parce que c'est à la fois quelque chose de très ancien, mais quelque chose de nouveau dans l'espace public. Sur, Excuse-moi pour compléter sur ce que tu dis juste, c'est comme toute ce développement, enfin moi je suis dans le social hein, et médico-social du côté des droits des usagers et d'une pseudo-droit des usagers derrière une judiciarisation du droit des usagers qui est absolument du coup, c'est comme si on proposait rien en fait, hein. C'est comme si il n'y avait pas de droit en réalité. Il est toujours administré. Hein, si je vais jusqu'au bout de ce que tu disais, Fabienne, c'est ça encore, quoi. C'est ça. Ok. Ouais, moi je voulais aller tout à fait dans le sens de ce que dit Zulika, parce que c'est vrai que c'est décapant hein, cette Mm. activité-là, hein, et que ça bouge les pièces du puzzle. Hein. Bon, mais en même temps, on voit bien que on en a tous besoin, quoi. Ouais. Ça peut pas durer comme ça. Ça peut pas durer comme ça. Bon, alors mon point, c'était pour dire que ce groupe-là, il est autour de services publics et communs, ou communs et services publics. Bon. Euh, et donc, l'une des directions, c'est ce que l'approche par les communs peut apporter pour penser la refondation du service public. Parce que, en gros, on en est là. Si on veut sauver le service public, et on veut tous le sauver, évidemment, il faut d'une certaine manière le refonder. Bon. Et étant entendu que, tu as parfaitement raison, Sylvain, il y a des services publics extrêmement différents et que on va pas les refonder tous de la même manière ou avec la même profondeur ou avec bon, etc. Bien. Alors, ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'est qu'est-ce qu'apporte l'approche par les communs à un niveau tout à fait abstrait pour le moment, mais ensuite ça se décline dans des applications pratiques. Euh, Parmi les derniers travaux qui ont été faits sur l'approche par les communs, c'est les travaux d'un groupe de juristes sur les approches juridiques de la notion de bien commun. D'accord? Euh, alors, parce qu'il y a toutes sortes de situations, bien commun de l'humanité, etc., bien dans lequel le droit s'est penché sur des choses qu'il appelle des biens communs. Hein. Bon. Et ce que ça apporte, c'est que, en gros, il y a trois grandes communautés. Alors ça, c'est pour les biens communs. Mais je pense que ça s'applique à la question des services publics si, en suivant Fabienne, on se délie et qu'on essaie de penser les choses un peu différemment. Il y a toujours trois communautés. Il y a une première communauté, c'est la communauté de ceux qui administrent le bien commun. Voilà. Et cette communauté, elle peut être plus ou moins complexe, plus ou moins élargie. Et évidemment, dans cette communauté, on va trouver des politiques, des agents de l'État, etc. Mais évidemment, euh, la nouveauté, c'est que ce que nous apporte l'approche par les communs, c'est que ça ne peut pas se réduire à ça. OK? Donc, un, il y a la communauté de ceux qui décident. Deux, il y a de ceux qui administrent hein, le service public hein, ou le bien commun. Là, je fais une transposition des résultats de la recherche sur les biens communs vers la question des services publics. Après, il y a la communauté des destinataires, des usagers, qui peut être plus ou moins fortement constituée et représentée. Et après, il y a la communauté de contrôle, hein, celle qui vérifie la qualité de ce qui a été délivré. Bien. À défaut, qu'est-ce qu'on a? On a la juridicisation. Fabienne disait l'affaire du siècle. Mais c'est très important l'affaire du siècle, parce que précisément devant les défaillances de la politique publique ou la juridicisation en matière de santé, devant les défaillances oui, de l'accès à la santé, eh ben, le citoyen, faute de pouvoir parler, il s'appuie sur l'État et on est pardon, il s'appuie sur la justice et on est dans une situation dans laquelle c'est la justice qui s'adresse à l'État et à ses services publics pour leur dire vous faites pas votre boulot. Bon, donc pour éviter d'en venir là, il faut organiser
les communautés de citoyens qui soient capables, pour qu'elles soient capables d'intervenir à la fois dans bien sûr, non seulement dans le contrôle, mais même, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, dans la conception et le cas échéant, dans la délivrance des services publics. Bon, voilà, c'est juste pour dire que euh, sur ces trois niveaux, l'administration, les bénéficiaires et le contrôle, ce qui se passe sur les biens communs peut enrichir, innerver la réflexion sur comment on pense ou on repense la question des services publics. Mais je suis bien d'accord avec toi, Zoudzika, ça décoiffe, hein, ça décoiffe, hein, voilà. Mais en même temps, je veux dire, c'est bien que ça décoiffe, parce que si ça décoiffe, ça veut dire que ça remue des choses fondamentales. D'accord? Ah, mais c'est Et enthousiasmant même, hein. C'est-à-dire que non. pour moi, c'est une énergie vive, hein. C'est-à-dire que c'est Oui, quelque c'est ça. chose, C'est ça. c'est comment, et c'est pour ça que je souhaite me mobiliser dans ce groupe, hein. C'est véritablement, on peut pas trop, enfin moi, voilà, ça arrive à pic parce que sinon, c'est quand même le vide abyssal, là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est du point de vue existentiel, enfin, je veux dire, très, très inquiétant. Et je parle, voilà, sur le plan universel, hein. Donc, du coup, ça permet un sursaut. Donc, Oui, du voilà, coup, c'est ça. ouais. C'est-à-dire que la refondation du service public, c'est pas des nouvelles règles administrées par les mêmes. C'est l'abîme. C'est l'abîme. C'est la refondation, hein. Mhm. Et en redonnant, et c'est, je trouve, le grand mérite du travail de Fabienne, en redonnant, comment dire, aux citoyens, à la chose publique, sa plénitude, qui n'est pas l'État, qui est autre chose que l'État. Si je peux me permettre, quand on a créé les ateliers pour la refondation du service public hospitalier, en fait, à l'origine, pourquoi on s'est lancé là-dedans, c'est que quand, bon, peut-être que certains d'entre vous connaissent l'histoire, mais quand on a commencé à réfléchir à quelques-uns soignants de l'hôpital public, psychiatres en ville, enfin, travailleurs sociaux et médico-sociaux, chercheurs de tous horizons, la, la chose qu'on a retenue, c'est que certains soignants, euh, malgré la difficulté, la situation ubuesque ici et là, nous disaient, dans certains endroits, première vague, hein, nous, là, on est en train de retrouver du sens à notre travail. On refait collectif de soins, on n'a plus de carcan managérial, on n'a plus de problème financier, et il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire, quoi. Et on s'est dit, il faut absolument documenter ça parce que ça va pas durer, tout va se refermer, et que c'est sur cette base-là qu'il faut mener des réflexions sur comment refonder le service public hospitalier au-delà de la question du soin. Donc c'est pour ça que cette idée de donner la parole aux gens sur la base de leur expérience et à partir de vie et à partir de ce moment-là réfléchir à la question de la refondation, pour moi il y a quelque chose de l'ordre du commun. Enfin, c'est-à-dire, et je trouve ça, c'est vraiment à la fois passionnant et ça redonne. Enfin, ça nous met en mouvement. Voilà ce que j'ai envie de dire. Voilà, ça met en mouvement que de partager des expériences qui sont absolument passionnantes, hein, malgré les difficultés, malgré tout ça. Et vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et tu sais, dans la soutenance de thèse d'Anna Sophia, parce que Benjamin a fait soutenir une dernière thèse sur les communs, notamment à Naples, une des rapportrices disait ouais, mais moi je suis quand même surprise, ça fait la deuxième fois que je suis enfin que je participe à un jury de thèse sur les communs et je sais pas ce qu'il y a à chaque fois tout le monde est jovial, euphorique, positif. C'est parce qu'il y a de l'ordre du possible dans tout ça en C'est fait. ça. C'est ça. Voilà. Mais Et ça c'est pas rien quand même par Ah, exemple. ah, Peut-être ouais. pas le grand soir, mais en tout cas il y a Ouais, quelque ouais, chose ouais. en fait qui remet en mouvement quoi. je rebondis sur cette notion d'expérience qui est vraiment importante. Sur un exemple il n'a pas pu venir ce soir, enfin pour des problèmes de connexion, les liens étaient pas bons de ce que j'avais dû transmettre, mais quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais c'est les gendarmes
et en particulier un collègue, là, un copain qui travaille à l'OCLAESP. Alors pour ceux qui connaissent pas ces sigles barbares, c'est l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et et à la santé publique. Et en fait, le maintien de l'ordre de la gendarmerie à Sainte-Soline, ça les a remués au sein de la gendarmerie. Et au sein de l'OCLAESP, où on est, c'est plutôt des gradés plus, ils travaillent avec le secteur prospectif de la gendarmerie pour repenser le commun autour de l'eau en se disant, on peut pas être uniquement dans le maintien de l'ordre. On peut pas régler les problématiques environnementales uniquement en envoyant des gens casser la gueule aux personnes. C'est pas la fonction de la gendarmerie. Et je leur ai proposé qu'on travaille ensemble hein, là-dessus, sur ce Ouais, sujet-là, bien sûr. parce que c'est des personnes que je connais bien, avec qui j'ai déjà travaillé et qui sont intéressantes. Mais j'ai trouvé, j'étais vraiment intéressé, surpris, et pas tant que ça, en fait, de se dire c'est l'expérience des gendarmes qui les a amenés à se reposer des questions sur le sens de leur action. Génial. Ouais, ouais, c'est un très très bel exemple. Ah ouais. Oui, on l'aurait pas vu venir, celle-là, mais Ah, si on peut les entendre, ça serait super, bien sûr. Hmm. La parole, c'est Laïla. Oui, on t'entend. Je... Merci. Je suis désolée, je vais devoir y aller. Ce sujet m'intéresse beaucoup. Oui, enfin, effectivement, si dans le rôle des gendarmes, c'est pas de casser la figure aux gens. Je pense qu'on peut tous en convenir. Il y a plein de choses, hein, parce que enfin, c'était riche d'informations, là, tout ce que vous avez partagé ce soir, ce qui a été partagé ce soir. Fabienne, la présentation a été remarquable. Je rebondis sur, je sais plus qui l'a demandé dans le chat. Je sais pas si c'est possible de nous faire parvenir ta présentation, c'est un outil qui est très intéressant, enfin, dans cette démarche chronologique, notamment de retracer ces idées-là sur la propriété, la différence entre propriété nationale, propriété d'État, etc. Il y a deux choses sur lesquelles je vais essayer de rebondir rapidement. C'est de ce que ça me renvoie dans ce que vous avez partagé, c'est par exemple cette idée qui revient un peu à parler finalement aussi de démocratie, c'est-à-dire que bah, tout à l'heure hein, dans la présentation, Fabienne était remontée à l'Antiquité et effectivement la démocratie, bon, bah, c'est né à Athènes en Grèce et il s'agissait de démocratie directe. Et donc, ben, quand on fait passer à l'échelle de la cité, et quand on passe à une échelle plus importante, et ben, effectivement, on peut plus. Et ben, c'est-à-dire que cette forme de démocratie directe a évolué. Il y a eu plein de théoriciens tout au long de l'histoire qui ont pensé la démocratie, de Montesquieu à Benjamin Constant, par exemple. Benjamin Constant, qui parle beaucoup de démocratie directe, démocratie représentative, parce que quand on est près de 70 millions dans un pays, c'est difficile de se concerter tous ensemble sur chaque question. Et donc, il y a un moment, eh ben, il s'agit de savoir comment justement est-ce qu'on partage ses savoirs, ses connaissances, son expertise, et comment est-ce qu'on peut prendre des décisions communes. À l'échelle des communs, ça semble effectivement intéressant, notamment en vue des expériences, des réalisations qu'on peut observer ici et là et des discussions sur le sujet, des échanges sur le sujet. Ceci dit, je me dis qu'il y a aussi cette question, même à l'échelle des communaux, de communaux, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas d'effectif, il n'y a pas de nombre fixe de combien de personnes sont engagées dans des communs dans des communaux, des communalités qui sont complètement, enfin, qui sont diverses. J'ai failli dire disparates, mais je voulais dire divers. Dans le sens où enfin, ce que je voulais dire, c'est que la question de la représentativité se pose aussi à l'échelle des communs. Euh, c'est une question, enfin, c'est une question, une réflexion qui me vient. Ensuite, autre chose en parallèle, au moment de la Révolution, sur cette idée que l'État devait se porter garant de l'existence de chaque membre de la nation.
effectivement, euh, au-delà de l'intérêt général, je veux dire. Le, et, et ce qui me paraît intéressant à observer aussi, c'est de voir finalement, en se disant, bon, bah tiens, si les gens ne meurent pas de faim, eh ben, on répond à la nécessité impérieuse de leur existence. Et donc, on n'a pas besoin d'aller au-delà, de leur garantir autre chose, plus. C'est-à-dire que je pense que cette idée, elle a été et elle est travestie. C'est-à-dire sur le fait que l'État doivent assurer l'existence, enfin veiller, pas, non pas assurer, mais veiller à l'existence, à ce que l'existence de chacun puisse être assurée. Je ne sais pas si j'ai été claire, ce sont des réflexions hein, et des questionnements. Voilà, donc à la fois sur la question de la représentativité euh, qui se pose dans l'administration, la gestion, le penser, la manière de penser les communs, et le fait que l'État, qui doit veiller à l'existence de chacun tel que ça a été reconnu notamment depuis la Révolution française, eh ben, finalement a travesti ça en se disant, en faisant le service minimum, si je puis dire. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose, Fabienne, par exemple, Non, ou alors moi, je pense Benjamin, ou Sylvain, vraiment, ou enfin, Zoéra. sur la notion de droit à l'existence, ou plus, je pense que vraiment, ça vaut vraiment le coup que Yannick Bosque puisse intervenir là-dessus, parce qu'en fait, c'est vraiment pas la question de l'État doit garantir le droit à l'existence de ses administrés, parce qu'au moment de la Révolution française, on n'est pas du tout dans cette question-là. Je pense que ça peut apporter beaucoup à la réflexion, en fait, tout ce travail qu'il a mené sur le droit à l'existence. Benjamin, moi, honnêtement, je suis pas à même de dire, mais je voudrais dire quand même, enfin, sur la En représentation. tout cas, pardon, Fabienne, s'il ne Oui. doit pas l'assurer, il ne peut pas y contrevenir non plus. Non, tout à fait. Ah ben oui, ça C'est ça. complètement, oui. Oui, oui, oui. Ben, tout l'intérêt des communs passe aussi. Enfin, en tout cas, tout l'intérêt, enfin, justement, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, à travers ces procès contre l'État pour non garantie de l'intérêt général ou non garantie de ses obligations, c'est assez Exactement, ou pour les révélateur. gaspillages, ou la Oui, manière dont ils traitent l'eau, la question de l'eau, etc. C'est oui, ça. oui, c'est Mm. révélateur de ce que vous dites. Et d'ailleurs, il y a aussi des travaux qui sont très intéressants sur comment, en fait, toutes les politiques mises en place créent de l'empêchement à l'accès. Je veux dire, justement, dans le cadre de l'enquête Qu'est-ce que bien soigner, j'ai discuté récemment avec une personne qui écrit pas mal et qui subit elle-même des problèmes de santé en matière de fibromyalgie, tout ça, qui écrit pas mal sur la douleur impensée et tout et qui, quand on lui pose la question de la sécurité sociale, par exemple, tout de suite, elle rentre dans, même si elle est tout à fait consciente de quel droit ça amène, elle rentre dans la sécurité sociale comme institution, c'est-à-dire comme dès lors que vous avez besoin, aujourd'hui, tout est numérisé, par exemple, dès lors que vous avez besoin d'une fiche pour un problème dentaire ou ci ou là, c'est devenu le parcours du combattant, et elle l'analyse comme quelque chose de l'empêchement à l'accès créé par les institutions elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas uniquement j'ai pas accès parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce que si, parce que là, ou que c'est trop loin, mais c'est que l'institution produit elle-même de l'empêchement, en fait, à remplir le rôle qu'elle est supposée remplir. Donc, enfin, c'est un peu à côté de ce que vous dites, mais je pense que tout ça participe du même mouvement et qu'en même temps, l'approche par les communs permet de penser comment on déconstruit tout ça et comment on réinsuffle en fait quelque chose de l'ordre. Enfin, je sais que la notion de pouvoir d'agir est galvaudée aujourd'hui, hein, mais je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup de ça. Et c'est aussi comment on conscientise. Je pense que la première c'est une question démocratique, je pense, que de conscientiser, que de mettre en place des processus de conscientisation de notre vécu et de nos expériences. Enfin, je sais pas si ça apporte quelque chose. Enfin, moi, je pense que la démocratie, c'est pas uniquement une organisation démocratique, horizontale, c'est pas uniquement de la représentativité, mais à la base, il y a quand même la conscience de ce que nous faisons, de ce que nous vivons, de comment nous agissons. Dans le domaine du soin, c'est très parlant, en fait. Comment la plupart des gens n'ont pas cette conscience, en fait. Enfin, je sais Oui. pas hein, si je laisse libre cours à... Et tu sais, ceux qui sont confrontés à ça avec la numérisation de tous les services publics,
le ressentent et en ont la conscience. Moi, je le vois à travers un certain nombre d'associations qui travaillent là-dessus. Et ATD Quart Monde vient de sortir, il y a 2 mois à peu près, un rapport sur la maltraitance institutionnelle, justement, et, à travers, euh, dans lequel la numérisation a un rôle complètement essentiel, parce qu'effectivement, euh, les gens les plus en difficulté, ce sont ceux qui ont le moins accès justement à ces services-là, et il n'y a rien pour remplacer. Et avec une bagarre pour avoir du, des contacts humains, c'est-à-dire du personnel qu'on Mm. remet dans les services publics. Et je pense que pour aller au bout de la discussion, il faudrait qu'on fasse aussi un peu le point où on en est aujourd'hui dans les services publics, comment ils ont été désarticulés, démantelés, et comment ils aboutissent à être finalement exactement l'inverse de ce que souhaitent les gens par rapport à leurs besoins. Parce que dans les tentatives quand même de sortir du face-à-face dans les services publics entre, disons, l'État ou la direction du service public, mais avec derrière la puissance publique sous des formes diverses, et les personnels, une espèce de face-à-face, mais qui était en même temps un face-à-face avec une certaine complicité, l'exemple d'EDF étant particulièrement significatif dans ce domaine-là, et d'essayer d'y mettre un tiers qui étaient les usagers, on n'a jamais vraiment réussi. Et on n'a pas réussi pour des raisons qui méritent d'être analysées en profondeur. Parce qu'il y a eu des tentatives malgré tout. En 1992, il y avait la loi dite JOX qui prévoyait des comités de service public dans toutes les collectivités. Et ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné parce que les élus n'en voulaient pas et se sont dépêchés de mettre la main dessus pour empêcher qu'effectivement ça serve à faire évoluer le service public, mais aussi parce que, alors il y avait cette raison-là, mais aussi parce qu'il y a eu d'extrêmes difficultés à ce que les gens s'approprient ça et en fassent quelque chose. Donc, je pense qu'il faudrait aussi qu'on travaille sur comment on fait en sorte que les gens les plus concernés, hein, aillent au-delà des quelques tentatives. Mais c'est vrai pour le vélo, par rapport à ce que tu disais, Sylvain. Hein. Tu as quelques associations, mais quand tu regardes le nombre d'associations et les nombres d'adhérents de ces associations, je connais un peu celle de Paris, hein, par rapport aux gens qui utilisent le vélo, c'est très, très minoritaire. Alors, ils ont une pratique et ils ont une connaissance de l'usage, mais c'est très minoritaire. Et si on veut changer le service public, il faut que ça devienne beaucoup plus massif. Et ça, c'est une difficulté majeure. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille aussi ça, y compris par rapport au commun, parce que euh, c'est c'est fondamental. Mon expérience, que ce soit au niveau local, au niveau national ou au niveau européen, on s'est toujours aussi heurté à cette question-là. Oui, oui. Non, mais merci Jean-Claude, parce que je crois que c'est des questions tout à fait centrales. Je me souviens d'avoir fait, bon, comme ça, un exposé sur les communs en insistant sur ce point, euh, avec des gens de la mairie de Paris qui s'étaient occupés de la remunicipalisation de l'eau, ce qui est plutôt évidemment une excellente chose, hein, je veux dire, c'est ceux qui ont ramené l'eau du privé vers la gestion publique. Et j'insistais sur justement cette dimension, comment faire en sorte que les citoyens, les usagers, hein, en l'occurrence, aient voix au chapitre, parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'eau. Et il m'a été rétorqué, mais on a fabriqué des comités citoyens d'usagers, et il n'y a jamais eu personne dedans. Bon, en gros, quoi. J'ai dit oui, il n'y a jamais eu personne dedans, mais ils avaient quoi comme pouvoir? Quelle garantie ils avaient que ce qu'ils allaient dire allait être traduit par des faits? Et ils m'ont dit, ah ben non, ils étaient consultatifs. Voilà, c'est pour dire que c'est un vaste chantier, mais si tu garantis pas à ces comités d'usagers que d'une manière véritable, hein, leurs souhaits, leurs recommandations sont pris en compte, je ne dis pas que c'est eux qui font la loi, hein, bien sûr que non, hein, il y a d'autres considérations, mais il faut qu'ils soient garantis que il se déplace pas pour rien, j'ai envie de dire, quoi. Tu vois, voilà. Bon, alors je résous pas la question, mais quand même,
quand même, la mobilisation citoyenne, elle ne peut se faire que si il y a une garantie que cette mobilisation, elle est effectivement prise en compte. Enfin, je veux dire, je relisais encore il y a 3 jours le fait que les cahiers de doléances au moment de la crise du Covid, ils sont toujours pas disponibles. Non seulement ils servent à rien, mais on ne peut y avoir accès que de manière extrêmement difficile, compliquée, etc. Si demain on refait de la mobilisation citoyenne pour entendre ce que veulent les gens, pourquoi tu veux qu'ils se mobilisent, sachant que déjà une première fois, ça a servi à rien. Bon, c'est un vrai Oui, enjeu, quoi. C'est un vrai mais, enjeu. mais, oui, mais je suis bien d'accord avec toi, sauf que si on dit du sommet, ces, ces organismes-là, ces comités, ils vont servir à quelque chose, ça ne marchera pas non plus. Pourquoi les citoyens avec les associations n'ont pas réussi à subvertir ces comités-là, justement, et à subvertir le fait que dans la représentation politique du pays, dans la démocratie représentative, l'élu, une fois qu'il est oint par par le suffrage universel, eh bien, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Et on n'a pas réussi à subvertir ça. On n'a pas réussi à mettre en place un véritable processus de prise de décision où chacun a sa propre part. Hein. Absolument. Mais c'est aussi parce que les citoyens ne s'y sont pas impliqués vraiment pour le subvertir. Donc, c'est comment on fait pour qu'on, et y compris quand ça existe, on essaie de subvertir ce genre de choses. Là-dessus, effectivement, enfin moi je rebondis parce que vous avez cité des cas que je connais pas plutôt pas mal là, sur les cahiers de doléances quand j'étais au service recherche du ministère de l'écologie, on a essayé là, il y avait une volonté de mobiliser tous ces documents et en fait on s'est rendu compte c'est inexploitable. C'est inexploitable parce qu'on sait jamais qui parle. Il y a pas de référentiel. En fait, il y a des gens qui s'expriment, mais on sait pas où ils habitent, on sait pas qui ils représentent, on sait pas au nom de quoi ils s'expriment. Et ça a été fait sciemment, ça a été fait. Il y a pas eu de volonté d'avoir des registres unifiés et d'avoir des modes suivant les types de consultations qui ont eu lieu, c'est pas du tout le structuré. À aucun moment les gens devaient dire qui ils étaient, ce qui fait que on a des paroles, mais ça s'arrête là. Ouais. Et sur le retour en régie, enfin moi j'ai travaillé à la ville de Paris sur la question aussi, et là-dessus, il y avait, alors, d'un côté on a les commissions consultatives des services publics locaux, là, les CCSPL, en tant qu'administratif dans ces commissions-là, on s'emmerde royalement parce que il se passe rien. Les débats, les discussions sont anecdotiques. À chaque fois, la première fois j'y suis allé, on dit oh là là, on va avoir des questions sur les documents. La seule chose qui intéressait, c'était gestion en régie, gestion en délégation de service public, qui est un faux débat pour l'essentiel, parce que quand on a une régie qui fait de la prestation de service, ça change pas grand-chose par rapport à une délégation de service public. Hein. Il y avait l'Observatoire parisien de l'eau, là, qui était le grand truc parisien pour donner la parole aux usagers, mais qui avait, comme tu le dis, Benjamin, c'était consultatif et ils avaient aucun vraiment moyen. Et quand on avait essayé de donner des moyens, ils voulaient surtout pas qu'ils en aient. Donc, et il y avait même, souvent dans ces cas-là, je me souviens, c'était il y avait une prise de parole sur il faut dans un débat public il faut que les associations puissent avoir enfin que les citoyens aient la voix à la décision, mais en fait c'était un élu citoyen qui voulait par ce biais-là reprendre la main sur les sujets de la gestion de l'eau à l'échelle du Grand Paris, mais qui n'était pas du tout c'était pas la parole aux citoyens, c'était la parole à des représentants. Et là, on retombe un peu sur ce que tu disais sur Jean-Claude, sur les associations de cyclistes. Si j'écoute que les associations de cyclistes,
je vais faire de l'aménagement uniquement en fonction de certains types d'intérêts. Et moi, je leur dis, moi, celui qui fait pas de vélo qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas celui qui en fait déjà. Mais voilà, mais comment on arrive à mettre à créer l'intérêt? Alors, il faut qu'il y ait des engagements fermes pourquoi on va passer du temps à discuter et si ça sert à rien. Ça, c'est une évidence, une forme, ça peut être une charte, ça peut être d'autres types de documents qui permettent de s'assurer que la personne qui participe sait à quoi ça va servir. Si c'est que de la consultation, faut qu'on le sache, faut pas faire croire que que c'est quelque chose qui va permettre d'être dans la codécision. Il y a des cas où on a besoin que de consulter, il y a des cas où on a besoin de co-construire. Et ça, faut que la règle du jeu soit claire au départ pour pouvoir faire en sorte que les gens perdent pas leur temps en croyant faire autre chose que ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Fabien, vas-y. Oui, parce Moi, que je pense qu'il y a Dominique qui voulait poser une question. Ça serait bien que tu la poses, Dominique, mais moi, je voudrais juste Hmm. intervenir. Après, il va falloir que je vous quitte. C'est moins de 10 déjà, moins le quart. Non, moi, je voulais prendre l'exemple de la santé et de la démocratie sanitaire. C'est quand même assez révélateur. C'est-à-dire que quand même, il faut connaître l'histoire. C'est pour ça que moi, je trouve que ce processus de captation par l'État de ce qui relève pas de son action, c'est quand même, et qui pervertit en des formes institutionnelles complètement figées. C'est le cas de la démocratie sanitaire. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. À l'origine, c'est quand même la lutte contre le VIH des personnes concernées. Et donc, je pense que cette notion de communauté, elle est aussi essentielle. C'est-à-dire que l'histoire, d'ailleurs, quand vous interviewez les personnes qui sont à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie sanitaire, eux n'ont jamais utilisé ce mot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est eux qui sont à l'origine du droit des malades, qui ont fait bouger pas mal de lignes, qui ont fait tout un travail de conscientisation justement sur le rapport médecin-patient, qui ont fait tomber certains murs entre les rapports de domination entre médecins et patients, quoique il y aurait beaucoup de choses encore à dire et qui sont à l'origine du fameux droit des patients qui a conduit à cette fameuse démocratie sanitaire qui est affichée partout dorénavant, mais dans des institutions complètement figées où il n'y a aucun pouvoir effectivement citoyen ou des usagers, puisqu'on les appelle comme ça maintenant. Mais ce que je remarque quand même à travers cette histoire-là, c'est que s'il n'y a pas de communauté concernée, là en l'occurrence, c'est les personnes atteintes par le VIH au tout début de la pandémie VIH, qui sont des personnes la plupart du temps donc homosexuelles, gays, déjà très ostracisées, bon. Et donc quand même, il y a cette dimension aussi que nous enseignent les communs, c'est comment on fait communauté et il y a eu beaucoup de discussions au moment de la pandémie de Covid-19 sur comment ça se fait qu'il n'y ait pas de mobilisation citoyenne? Enfin, il y en a eu, hein, mais bon. Comment ça se fait que le gouvernement et les dirigeants n'ont tiré aucun enseignement de toute la lutte qu'il y avait eu au moment de la pandémie VIH? Justement, les personnes qui étaient à l'origine de cette mobilisation sont venues au créneau. Mais je pense que c'est beaucoup lié au fait que le Covid n'interpellait pas une communauté. C'était tout le monde. C'est quand même très compliqué, quoi. Qu'on le Ouais, veuille ou non, c'était tout le monde. Et ouais. donc, à partir du moment où c'est tout le monde, ça rend les choses vraiment très compliquées. Mais bon, enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses là-dedans. C'est à la fois comment on fait communauté quand ça concerne tout le monde. C'est quand même la grande question. Et une fois que de toute façon, il y a des choses qui se passent, il y a des avancées qui se passent, tout de suite, c'est récupéré par l'État qui en fait quelque chose complètement sans aucun pouvoir de décision, aucun, quoi. Je voudrais juste donner sur ce point, parce que c'est fondamental, je voudrais juste donner une expérience. Bon, dans les années 90, Il y a euh, Dominique qui voulait dire un truc. Je crois, Dominique, tu veux pas? Non, bon, non, mais je crois que j'ai une très mauvaise connexion. Je voulais juste dire que euh, l'expérience des conventions citoyennes, c'est un petit peu différent parce que c'est pas dans la gestion des services publics, mais il me semble que là, ça serait intéressant quand même de savoir s'il y a une perversion ou pas. Alors on sait ce qu'en a fait Macron, mais on pourrait en avoir fait autre chose que ce qu'il en a fait. Et je voulais savoir si c'était pas quand même une façon d'arriver à définir l'intérêt général, ou du moins les règles de la communauté sur un certain nombre de choses, quoi. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Sylvain
sur les cahiers de doléances, moi j'ai quand même vu ce qu'on sait actuellement sur les cahiers de doléances, je trouvais qu'il y avait énormément de choses. Alors effectivement, c'était peut-être pas des choses utilisables au quotidien et localement, mais sur ce que pensaient les gens et vivaient les gens, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses quand même. Voilà. Bah, là-dessus, sur les cahiers de doléances, nous, ce qu'on avait vu, c'est que vraiment, on savait pas qui parlait, quoi. Il y avait des demandes, il y avait il y avait des prises de position, mais qui était la personne derrière, et du coup, pour l'interpréter, et pour en faire, pour pouvoir en dire, bah, c'est ça enfin, telle communauté a tel type de problème, c'était impossible à exploiter. Alors, je ne sais pas ce que tu as eu comme élément, mais nous, on avait renoncé à travailler là-dessus, hein. J'ai vu le documentaire qui est sorti récemment, qui donne des extraits. Nous, on avait vraiment les données, on avait des bases là-dessus, hein, c'était inexploitable. Mm. Ouais. Bon, il faudra sans doute revenir sur ce point. Je voulais juste, moi, donner une expérience sur ces histoires de comment on fait pour que les citoyens se mobilisent, hein, voilà, et que, bon, l'expérience, c'est dans les années 90, hein, j'avais commencé à dire, c'était la grande période, je travaillais sur l'automobile, entre autres choses, c'était la grande période du modèle Toyota. Et je me souviens d'avoir participé à un séminaire sur l'automobile où un type de Renault, non, pardon, un participant a dit, de toute façon, on peut rien faire contre Toyota parce que les salariés, hein, sont au service de l'entreprise, c'est le patriotisme de l'entreprise, etc. Ça n'arrivera jamais à Renault, donc on ne peut pas lutter. Et à ce moment-là, il y a un type de Renault qui s'est levé et qui a dit, écoutez, je suis désolé, mais c'est pas vraiment comme ça. Il y a 300 000 suggestions d'amélioration par an qui sont données par les salariés de Toyota. Et vous savez pourquoi il y en a 300 000 et pourquoi il y en aura 300 000 l'année prochaine? Parce que les 300 000 sont examinées. Celles qui sont retenues sont récompensées et celles qui ne sont pas retenues, la direction ou le groupe concerné explique pourquoi ça n'a pas été retenu. Bon, donc je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais vous voyez bien que c'est plus du tout pareil lorsque des processus institutionnels d'analyse des suggestions, hein, pour prendre ce cas, sont mis en place et quand, ah oui, vous pouvez toujours causer, de toute façon, l'élu, il fait ce qu'il veut. Voilà. C'est pour dire qu'il y a des processus institutionnels à mettre en place qui font que la mobilisation et la participation est assurée. Bon, il y a une chose, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Il y a une dernière chose que moi je voudrais dire, c'est dans le chat, il y a une question sur le thème, est-ce que les communs poussent pas nécessairement vers des formes décentralisées alors que l'État, c'est l'inverse? Bon, c'est une vraie question ça, hein, c'est une vraie question. Alors moi simplement ce que je voulais dire, c'est que j'en avais un tout petit peu parlé la dernière fois, il faudra en reparler. Sur la question des communs et des services publics, euh, comment dire, la question clé, c'est celle de ce qu'on appelle, enfin ce que Ostrom appelle la gouvernance polycentrique. Ça veut dire que c'est une gouvernance dans laquelle l'État ou les services publics dans leur gestion centralisée, parce qu'il en faut aussi, parce qu'il faut des normes communes. Hein, je veux dire, on ne va pas faire un accès à la santé différencié suivant les régions ou suivant qu'on est blanc, noir, femme ou je ne sais quoi. Vous voyez? Donc, il y a une dimension centralisée, nécessairement centralisée. Mais ce qu'apporte la gouvernance polycentrique, c'est que à côté de cette dimension centralisée, il y a des dimensions décentralisées. C'est-à-dire qu'il y a des groupes locaux de citoyens ou d'acteurs administratifs qui ont des rôles à remplir. Et ils ont ce rôle à remplir dans le cadre d'un ensemble de règles nationales.
qui sont des normes nationales qui touchent au service public. Donc, c'est pour dire que euh, la- la- c'est pas local versus central, c'est comment on articule le local et le central. C'est ça la question de la refondation des services publics. Bon, voilà. C'était juste pour répondre à la question qui était posée dans le chat. Ça fait une belle conclusion, je trouve. Ça fait, ça fait longtemps qu'on en discute de ça et on n'a pas trouvé une bonne solution encore. Et donc, on a encore à travailler là-dessus, hein. Oui, oui, oui. Mais quand j'avais commencé à parler de ça, j'avais dit, on me demandait, mais c'est quoi vers quoi on va? Je dis, ben, je sais pas, justement. On est à l'objectif, si c'était figé, si on avait une idée précise de la fin des échanges, on n'aurait pas besoin de discuter quelque part. Bien sûr. Là, c'est bien l'idée qu'on a besoin de construire quelque chose et de partager des réflexions, et de se dire ce qu'on a envie de se dire aussi par rapport à ça, sans se censurer, en exprimant un peu les points de vue qu'on peut avoir sur la question. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, là. Oui, et puis sans a priori par rapport à ce à quoi on veut atterrir, parce que le Exactement. problème des élus, c'est que il faut que ça atterrisse automatiquement sur c'est moi qui décide. Ouais, c'est ça. Et, et pour revenir sur la question de la Convention citoyenne, celle qui a été lancée par Macron là-dessus, elle était terrible parce que c'était des solutions. On demande aux citoyens de donner des solutions. C'est pas du tout Ouais. l'objectif qui est à suivre. La difficulté, c'est comment on arrive à mettre en place des solutions, mais pas tellement la solution en elle-même. Et puis le processus de discussion est tout à fait fondamental. Oui. Moi, je considère que la Convention justement sur le climat, les garants n'ont pas joué leur rôle de garant. Ils ont apporté les solutions petit à petit, d'une façon ou d'une autre, et ils n'ont absolument pas joué leur rôle de garant. Mais Donc parce c'est pour ça aussi. on leur demandait de trouver des Ça, solutions. ça, il Mais- faut- La question, c'était les solutions. hein, Oui. Non, mais ça, la Convention citoyenne, c'est un sujet en soi. Mm. Donc, je propose que, le cas échéant, on en discute un jour en faisant venir des gens de la Convention, mais c'est un sujet en soi. C'est un sujet en soi. C'est sans doute passionnant pour ceux qui y ont participé. C'est une Oui. expérience extraordinaire, je pense, mais en termes de résultats collectifs, c'est indépendamment même du fait que Macron a rien respecté, mais Moi, j'ai un point de vue différent, hein. Je pense que les résultats auxquels ils sont parvenus sont étonnamment pertinents. Moi Voilà. aussi. oui, Donc, oui, non, mais je suis d'accord, mais en soi. Je trouve que être capable d'avoir fait 150 propositions qui vont depuis des propositions de loi sur l'écocide jusqu'au menu des cantines à travers les circuits courts, le tout permettant d'abaisser les gaz à effet de serre à durée de 10 ans, je ne sais plus combien de pourcents, c'est assez remarquable. Bon, donc oui, mais c'est une question en soi. Tout, il n'y tout avait était rien de dé- neuf. Enfin, il y a pas il eu y avait rien de neuf. il Tout y avait était déjà absolument dans le rien de débat, neuf. Tout ça, sans c'était des choses qui Ah exception. étaient mais dans les non, mais s'il y a cartons. des neufs, c'est qu'il y avait 150 propositions qu'il fallait juste faire passer en projet de loi. Et on s'est bien Oui, gardé de les transmettre comme projet de Oui. loi. Je veux dire simplement que les propositions, elles étaient toutes dans le débat avant. c'est Mais ça. forcément, Il y a rien eu de neuf. Et forcément, c'était le problème, le c'est problème, que c'est Mais il y justement, avait ces c'était comment on 150-là arrivait et à les transcrire 250 autres. Et que ces 150-là ont été retenus et justifiés. Bon, on s'écarte là. oui, on va pas C'est du relancer un new débat maintenant. management. non, mais c'est l'intérêt, c'était pas forcément que les solutions, mais c'est aussi la Bien démarche sûr. conscientisante et la démarche que les citoyens eux-mêmes travaillent sur définir qu'est-ce qu'il faut, quel est l'intérêt général, etc. Je trouve que c'est ça Oui. qui est intéressant. Et ce qu'on a fait là, bah, est-ce que ça peut pas se faire aussi à un niveau plus local? Si, je suis d'accord, mais justement, ce qui était pervers, c'est qu'on leur a demandé de réfléchir avec des solutions, donc il n'y a pas une nouveauté sur les solutions, et on n'a pas suivi ce qui Oui. était donné. Ce qui était intéressant, c'était d'aller au bout, qu'on leur donne un mandat d'origine en disant, vous représentez la communauté nationale, et du coup, on va vous suivre parce que vous avez une légitimité à porter ça. Et c'est pas du tout ce qui a été fait. Donc Oui, mais c'est pour moi, ça que je dis que pour eux, c'était une expérience sans doute exceptionnelle, mais ça n'a débouché sur rien.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que lire leurs 650 pages, ça a été une expérience exceptionnelle, hein, exceptionnelle. Hein. De voir comment 150 citoyens qui étaient supposés connaître rien à rien de sujets extrêmement techniques ont été capables de débattre sur des questions extrêmement techniques et de faire des arbitrages politiques, c'est une sacrée expérience. Moi, je dis ça Ah oui, d'autant oui. plus tranquillement que je ne croyais absolument pas que cette convention pouvait aboutir sur n'importe quoi. Bien, lisez les 650 pages, vous verrez le boulot qu'ils ont fait. Bon, Oui, mais Ah j'ai non, mais lu, ça, j'en suis convaincu. oui, oui, mais bah oui, bah oui, bah oui. j'ai lu et j'ai écouté aussi. Hein, bon, Ouais, ouais, bah, oui, mais quand mais tu travailles sur les questions, bon, mais effectivement, on peut avoir une discussion là-dessus. C'est pas, en fait, oui, oui, oui. Oui, Non, oui, non. bon, je vous Bon, propose de Sylvain, je nous crois qu'il faut qu'on séparer conclue. là-dessus. En tout cas, merci à toutes et à tous là, pour ces échanges et pour la présentation. Fabienne est partie, mais merci pour tout ça. On voit bien qu'on a encore envie de discuter 2 heures après le début. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et on n'a pas tout à fait, on n'a pas tous les mêmes points de vue, et c'est aussi intéressant justement de pouvoir en discuter. Là-dessus, ben, donc mi-janvier, on définit un cadre de travail un peu plus précis pour les séances à venir. On revient vers le collectif, vers tout le monde avec un échéancier, un programme de travail qu'on va définir prochainement. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes fêtes à toutes et Absolument. à tous. bien. Un grand merci. Eh Bye bien, bye. merci. Soirée, Et À puis merci, bientôt. bonne bonsoir fête. et Au à revoir. la prochaine. Bye bye. Bonsoir, à la prochaine.